Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Héry. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec le chiffre. 51 milliards d'euros, c'est le montant des dividendes distribués aux actionnaires par les entreprises en France. Ce qui fait de notre pays le premier rémunérateur du capital de l'Union européenne, selon le rapport annuel publié par la société de gestion Anderson Global Investor, qui précise d'ailleurs que les entreprises françaises ont augmenté leur taux de versement aux actionnaires de 11,8% en 2016. Ce sont les banques françaises qui ont le plus contribué à ce résultat en augmentant leur paiement de 53% par rapport à 2015. Alors hélas, la France ne se hisse pas au premier rang quand il s'agit de rémunérer le travail, puisque selon l'Organisation internationale du travail, notre pays n'est qu'à la 27e place mondiale en matière de salaire médian. Alors comment faire pour assurer un meilleur équilibre entre la rémunération du capital et celle du travail ? Il n'y a pas d'autre issue que de légiférer, que de prendre des dispositions incitatives qui orientent l'argent qui est aujourd'hui accaparé par des fonds financiers, par des actionnaires de divers ordres, vers la rémunération du travail et vers les investissements créateurs d'emplois. Et donc il faut évidemment taxer plus, dissuader plus ce système de rente, parce que dans la propagande qui est faite aujourd'hui, on nous dit en permanence que ce qui est un frein à la compétitivité de la France, ce serait ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire les salaires et la protection sociale. La vérité, on voit bien, c'est que plus on va, plus les richesses produites par celles et ceux qui travaillent de leurs mains ou qui créent, eh bien, cette richesse, elle est transférée de plus en plus chez ceux qui en ont déjà beaucoup. Donc, le fond du problème auquel on est confronté, c'est pas une question de prix du travail ou de coût du travail, c'est le capital qui a de plus en plus de coûts. Parce que entre la rémunération des actionnaires de la manière dont ça se fait, auquel il faut ajouter des taux d'intérêt élevés qui sont aussi des prélèvements par le système bancaire sur le travail lui-même, c'est cela qui pénalise notre économie. Donc il faut faire deux choses. Il faut inventer un crédit qui soit sélectif au sens où il serve les investissements, la transition écologique et la rémunération du travail et la formation qui est indispensable, et en même temps dissuader l'argent qui va rémunérer bien trop fortement ceux qui aujourd'hui disposent du capital. On se rend maintenant au Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris jusqu'à la fin de cette semaine. Nous y avons rencontré Jérémy De Serle, le président des jeunes agriculteurs, qui appelle à un rajeunissement de cette profession réputée solitaire, difficile et peu rémunératrice. On l'écoute. L'important dans ce pays, c'est qu'on a un objectif pour ne plus perdre de paysans. On a perdu plus de 20% des agriculteurs, 20 à 30% des agriculteurs ces 10 dernières années. Et on voit bien qu'au vu de la situation agricole aujourd'hui, perdre des agriculteurs, c'est pas non plus une solution. Et nous, on compte et on croit beaucoup en la richesse humaine, donc aux hommes et aux femmes qui travaillent la terre et qui soignent leurs animaux. Et donc, nous, on demande au pouvoir public qu'ils remettent le paquet sur le renouvellement des générations et qu'on fasse en sorte qu'on ne perde plus un paysan dans ce pays dans les années à venir, et ça nécessite aussi que l'Europe, alors ça au niveau national on doit être tous d'accord là-dessus, et ça nécessite que l'Europe après mette des politiques publiques aussi qui défendent un peu plus l'actif agricole, donc le professionnel finalement, et peut-être un peu moins les hectares. Voilà, nous on part sur quelque chose de sensiblement plus humain. Alors pensez-vous que ces attentes sont légitimes et réalistes ? Oui, si nous avions des gens raisonnables, on ferait de l'agriculture une grande cause publique. Pourquoi ? Parce que le travail de la terre, la production de denrées pour se nourrir, ça a à voir avec beaucoup de questions qui nous concernent chacune et chacun d'entre nous, à commencer par l'enjeu de la santé de l'ensemble des populations, mais sa santé individuelle, parce que de ce qu'on mange aujourd'hui, de ce qu'on boit, dépend pour une part notre santé, voire le développement de maladies qui se développent, voire des problèmes qui se développent pour les enfants à naître
demain. Donc ça devrait être une priorité des politiques publiques. Et dans ce qui est dit par le président des jeunes agriculteurs, la question de la rémunération du travail, une rémunération convenable du travail, commencerait à permettre de réduire la taille des exploitations et cette fuite en avant dans l'industrialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Des exploitations plus petites, où il y aurait bien plus de travail et donc de personnes qui seraient en activité au lieu de chômage que nous connaissons aujourd'hui, et une production de plus grande qualité, parce qu'on sait que dans les petites unités, c'est le lieu où on va produire de la qualité, où on va se lancer dans un nouveau projet qui est celui d'une agriculture écologique, l'agroécologie, et c'est une question fondamentale. Et le rajeunissement, il a raison, parce que aujourd'hui, il y a dans les campagnes de France et ailleurs des milliers et des milliers d'hectares qui sont perdus chaque année. L'Union européenne a même financé la mise en friche de terres agricoles, et ça, c'est une ineptie totale. Et enfin, ça doit se faire dans une grande coopération internationale. L'ineptie, c'est d'importer du soja du Brésil en détruisant la forêt amazonienne pour nourrir aujourd'hui dans des ateliers de 1000 vaches, des vaches laitières qui produiront du lait ou qui fourniront de la viande dont on pourra peut-être douter demain. Ce n'est pas un modèle viable. De surcroît, ces ateliers de 1000 vaches sont les ateliers les plus polluants, puisqu'on ne sait pas que faire des déjections animales. Donc on voit bien que c'est une cohérence nouvelle qu'il faut inventer sur la base de la possibilité de chaque peuple à se nourrir lui-même à partir de ce qu'il sait faire, à partir de ses traditions culinaires, à partir de sa gastronomie. Et évidemment, ça n'empêchera pas la coopération, ça n'empêchera pas les échanges. Mais c'est un autre modèle qu'il faut inventer aujourd'hui, installer des jeunes sur de plus petites unités, développer une alimentation de qualité, avoir la souveraineté alimentaire, mais une alimentation de qualité, parce que c'est une question qui a à voir avec la santé humaine, et ceci est bien trop négligé aujourd'hui. Ce que vous nous dites, Patrick Le Yarrick, c'est qu'aussi il faut redonner du sens à ce métier d'agriculteur. C'est ça qui attirera des jeunes, de faire quelque chose qui est utile. Oui, mais c'est un beau métier, c'est un métier utile. Quelle est la fierté de ce métier? Mais c'est de nourrir ses semblables, c'est de nourrir la population française, peut-être des parts de population européenne, c'est de faire de la coopération, c'est de faire partager notre savoir-faire avec le continent africain qui en aurait tant besoin aujourd'hui. Oui, ce métier, il est plus qu'utile, il faut cesser de le dévaloriser, et pour ne plus le dévaloriser, il faut rémunérer les gens à partir de leur travail, il faut rémunérer les actifs humains et non pas faire ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, donner de l'argent selon le nombre d'hectares qu'on a. Plus on a des hectares aujourd'hui, plus on a de subsides. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut réorienter les crédits de telle sorte que ça favorise l'emploi, ça favorise le développement des territoires et ça promeuve un pilotage de l'agriculture sur une échelle de un demi-siècle vers une agriculture qui soit aujourd'hui plus respectueuse de l'environnement et qui sera garante de la santé humaine. J'insiste bien là-dessus, de ce que nous mangeons, de la manière dont nous le mangeons, dépend notre santé aujourd'hui. Alors, pas de personnalité à l'honneur cette semaine, mais une institution, la justice. Alors, accuser la justice et son fonctionnement, c'est la seule réponse des hommes et femmes politiques soupçonnés d'avoir enfreint la loi en détournant de l'argent public. Ils dénoncent sans complexe le gouvernement des juges, les cabales d'État, crient à l'assassin, au complot et fantasment des atteintes à la séparation des pouvoirs. Que la justice ose faire son travail constitue pour eux un crime de lèse-candidat. Rétifs à l'égalité devant la loi, certains membres de la classe politique prétendent se construire une immunité pénale et menacent même de représailles ceux et celles qui la contestent. Marine Le Pen promet ainsi, si elle accédait au pouvoir, de demander des comptes aux policiers et aux juges.
Alors, est-ce que les bruits de casserole des citoyens qui manifestent pour réclamer davantage de transparence suffiront, à votre avis, à faire entendre à ceux et celles qui prétendent aux plus hautes fonctions que la séparation des pouvoirs n'est pas l'impunité organisée au profit des élus et de ceux qui aspirent à l'être ? Moi, je crois que de ce point de vue, on est en train d'assister à un basculement, c'est-à-dire nos concitoyens, ils ont décidé de ne plus laisser faire un certain nombre de pratiques extrêmement nauséabondes, tel ministre qui a des comptes dans les paradis fiscaux, tel autre qui profite des subsides de l'État pour sa famille, tel autre qui prétend défendre l'intérêt général mais est rémunéré par des sociétés privées, de surcroît, qui vont vraisemblablement nous offrir des assurances privées contre la sécurité sociale, tel autre qui est chargé de la pollution mais qui en fait laisse des entreprises automobiles truquer leurs moteurs de telle sorte qu'ils sont encore plus polluants et donc encore plus inquiétants pour la santé humaine. Je crois que nos concitoyens ont décidé désormais que tout ceci doit être remis dans l'ordre. Il faut nettoyer les écuries d'Augias. Et nettoyer les écuries d'Augias, ça nécessite d'avoir des règles simples. Il n'y a pas d'immunité. On n'accède pas à des responsabilités politiques pour se servir, mais pour servir les autres. Ça, c'est la question essentielle. C'est une chose que nous nous appliquons déjà à nous-mêmes aujourd'hui. On fait maintenant un détour par la Grèce, qui ne fait plus la une des journaux, mais dont le peuple continue d'être saigné à blanc. À l'issue d'une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a remis en cause sa proposition de réduction de la dette grecque, qu'elle conditionne désormais à de nouvelles mesures d'austérité. Le gouvernement de Tsipras va devoir, dans les semaines qui viennent, de nouveau amputer les retraites et augmenter les impôts, faute de quoi les crédits seront coupés. Alors, devant ce supplice sans cesse renouvelé, l'ex-ministre des Finances grec Yanis Varoufakis et l'eurodéputé allemand Fabio De Masi ont lancé une pétition, déjà signée par plus de 15 000 personnes, pour demander à la Banque centrale européenne de libérer un rapport d'expertise juridique sur le coup d'État latent de juillet 2015, quand l'institution avait coupé les robinets des liquidités pour les banques grecques. Something quite remarkable happened in Europe. The European Central Bank closed down Greece's commercial banks during a terse negotiation between Greece and its creditors. The European Central Bank at the time and its president Mario Draghi claimed that they were doing their job impartially. They were not participating in the political process of asphyxiating the Greek government, and that they were acting legally within the rule book of the European Central Bank. But is that the case? Clearly, the president of the European Central Bank, Mr. Draghi, was not sure about that. He was not sure about the legality of his actions. We know that because, apparently, he commissioned a legal opinion from an independent private law firm to find out if what he was doing was legal. Now, shouldn't we be able, as European citizens, to read that legal opinion? Alors, quelle pourrait être la portée de cette riposte, à votre avis, Patrick Le Yarrick ? Tous les moyens doivent être utilisés aujourd'hui pour que le peuple grec retrouve sa souveraineté, que le gouvernement grec ne soit pas en permanence sous l'épée, sous les tirs de mitraille du Fonds monétaire et de la Commission, voire un peu de la Banque centrale européenne. Donc il faut maintenant passer à des actes clairs. Moi je crois qu'il y a insuffisamment de solidarité de la part des peuples européens, des forces syndicales et des forces progressistes envers le peuple grec. Et donc il faudrait organiser cette solidarité. Deuxièmement, cette solidarité, elle peut être développée sur quelle base ? Sur la base de la renégociation de la dette grecque. Tout le monde sait bien qu'elle est insupportable et qu'elle ne peut pas être remboursée. Sinon, il faut vendre le pays lui-même, mais je ne sais pas à qui d'ailleurs entre nous, soit dit. Parce qu'on ne vend pas un pays et ses habitants et ses savoir-faire. Donc il faut être raisonnable, il faut voir l'intérêt général, il faut revenir à un peu plus d'humanisme, arrêter de parler en permanence que d'argent et créer les conditions pour qu'on renégocie cette dette. La Banque centrale, elle sort chaque mois
soit 80 à 90 milliards d'euros qu'elle donne uniquement aux banques privées qui elles-mêmes ne l'utilisent pas ni pour recycler de la dette, ni pour faire de l'investissement. Mais ça prouve au moins une chose, ça prouve qu'on peut fabriquer de la monnaie, on fabrique des billets de banque, si on fait ça, on doit bien pouvoir annuler en tout cas, tout ou partie, en tout cas une partie de la dette grecque, et ça, c'est indispensable. Et dans l'acte de solidarité que nous pourrions faire, c'est d'essayer d'obtenir une conférence européenne sur un état des dettes dans chacun des États et des moyens de la renégociation de cette dette et d'effacement d'une partie de celle-ci, sans quoi ce sera la vie sans fin des sacrifices, mais ce sont des sacrifices toujours pour les peuples, jamais pour les banques. Place à la culture populaire pour terminer cette émission. On va évoquer une figure emblématique du football, Diego Maradona. Ce gamin né dans un quartier pauvre de Buenos Aires, déclaré à 12 ans à une télévision venue l'interviewer « J'ai deux rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine ». Il a connu sa première sélection en équipe nationale à 16 ans, le 27 février 1977. C'était il y a pile 40 ans. Son autobiographie « Ma vérité », parue l'an dernier, retrace la carrière épique de ce héros du ballon rond. Alors, Patrick Le Yarrick, quel regard portez-vous sur ce joueur dont le parcours ne laisse personne indifférent ? Avant d'en venir à Diego Maradona, je veux avoir une pensée assez émue, comme beaucoup de gens en France, vraisemblablement en ce moment, puisque nous venons d'apprendre la disparition du grand joueur français Raymond Kopa. Maintenant, Diego Maradona, c'est une icône à plusieurs faces. C'est un joueur, c'est le joueur de talent qu'on connaît, c'est un peu un artiste du ballon, et c'est en même temps un porte-voix en quelque sorte dans lequel se sont reconnus beaucoup de gens en difficulté, des pauvres, les gens des favelas dans toute l'Amérique latine et au-delà, qui l'ont porté et qui les a lui-même de son côté bien portés. Il a été du côté des mouvements d'émancipation de son continent, et évidemment c'est ce qui nous rapproche avec lui, en plus de ce sport, grand sport populaire qui est le foot, bien évidemment. Merci Patrick Le Yarrick. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.